Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 affaires criminelles choquantes impliquant des meurtres lors des intimités sexuelles. Ces histoires troublantes révèlent comment des jeux de pouvoir et de contrôle peuvent parfois déraper de manière fatale. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de ces affaires, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de ces sombres affaires. Commençons dès maintenant par l'affaire Brittany Kilgore. Brittany Kilgore, âgée de 22 ans en 2012, est née et a grandi dans la petite ville de Rolla, dans l'État du Missouri, qui compte seulement 20 000 habitants. Ses parents l'ont élevée dans la rigueur. Elle était une jeune femme attrayante et intelligente, mais très timide, calme, peu sûre d'elle, et passait la majeure partie de son temps seule à la maison. À l'âge de 19 ans, Brittany a rencontré son premier amour, Corey Kilgore, un caporal de la marine. Ses parents ne s'attendaient pas à ce que leur fille timide entame si rapidement une relation. En même temps, ils étaient heureux de voir que Brittany devenait plus ouverte et passait plus de temps à l'extérieur de la maison. 2 mois seulement après le début de leur relation, le couple a commencé à parler de mariage. Ils se sont mariés le 17 juillet 2010. Brittany rayonnait de bonheur en ce jour solennel. Peu de temps après le mariage, les jeunes mariés ont déménagé dans la ville de Fallbrook, en Californie. Leur immeuble était situé non loin de la base militaire de Camp Pendleton, où Corey Kilgore était en service. Les parents de Brittany ne voulaient pas la laisser partir si loin, mais sachant que le jeune couple vivrait près de la base militaire, ils se sont rassurés en pensant que Brittany serait en sécurité là-bas. La jeune fille elle-même rêvait depuis longtemps de quitter la maison de ses parents, de s'échapper de leur contrôle constant et enfin commencer sa vie d'adulte. Les jeunes époux ont commencé à vivre ensemble. Les premiers mois, ils ont profité l'un de l'autre et ont fait de grands projets pour l'avenir. Les week-ends, le couple se promenait en ville, découvrant les sites touristiques. Mais après un an de relations officielles, de vie loin de leur famille, des problèmes ont commencé à apparaître dans leur mariage. Brittany se plaignait souvent à son mari qu'elle se sentait isolée et seule. Elle avait peu d'amis et ne pouvait pas trouver de travail. En 2012, Brittany a déclaré à ses proches qu'elle s'était précipitée en se mariant, qu'elle voulait divorcer et retourner dans la ville de Rolla, dans l'État du Missouri, où se trouvaient ses parents. Le 10 avril 2012, alors que Corey Kilgore était en mission en Afghanistan, Brittany a demandé le divorce. Elle a commencé à rassembler ses affaires. Elle avait déjà acheté un billet d'avion pour rentrer chez elle le 18 avril. La jeune fille ne voulait pas rencontrer son mari et craignait qu'il ne la dissuade de partir. En même temps, Brittany ne voulait pas retourner chez ses parents, où l'attendait un contrôle constant et des reproches. Elle le comprenait, mais elle n'avait pas d'argent pour vivre seule. Le vendredi 13 avril, Brittany était dans son appartement loué avec son mari. Elle rassemblait ses affaires pour déménager. Soudain, la jeune femme a entendu un coup à la porte. En ouvrant la porte, elle a vu un homme qu'elle avait déjà rencontré auparavant à la base navale, mais elle ne connaissait pas son nom. C'était Louis Perez, un sergent-major des Marines, âgé de 47 ans, qui servait à la base navale avec le mari de Brittany. L'homme a invité la jeune femme à dîner avec lui le soir même, lors d'une croisière à San Diego, à 40 minutes en voiture de chez la jeune fille. Brittany a répondu « Non, je ne veux pas aller quelque part avec vous. Je déménage bientôt et je rassemble mes affaires. » Louis a persisté et a promis à la jeune femme de l'aider à déménager si elle dînait avec lui. Elle a continué de refuser. Brittany se sentait mal à l'aise en parlant à cet homme peu connu. La jeune femme ne voulait pas aller à ce rendez-vous et s'inquiétait de ce que les collègues de son mari penseraient si elle acceptait. Louis Perez a proposé encore et encore son aide à Brittany. Il a promis de lui envoyer plusieurs Marines qui l'aideraient à se rendre à l'aéroport avec ses lourdes valises. Brittany a refusé à nouveau et a fermé la porte. Quelque temps plus tard, le téléphone a sonné dans l'appartement de la jeune femme. Elle a décroché et a entendu la voix d'une femme inconnue. C'était Dorothy Maraglino, 36 ans, la petite amie de Louis Perez. Dorothy était enceinte de Louis Perez. Elle a déclaré à Brittany « Je n'ai rien contre le fait que vous alliez dîner avec Louis. J'ai des affaires à régler et je me sens mal.
J'ai des nausées. Vous pouvez partir en croisière avec Louis à ma place. Tenez-lui compagnie. » Après l'appel, Brittany s'est calmée et a accepté d'aller dîner. La jeune fille ne pouvait pas imaginer ce que cette rencontre avec un homme qu'elle connaissait à peine, qui était 25 ans plus âgé qu'elle, allait devenir. Le soir du 13 avril à 19h40, Louis Pérez est arrivé chez Brittany dans une voiture blanche. Brittany, en voyant l'homme, est descendue et est montée dans la voiture, et ils sont partis tous les deux. 10 minutes après que Brittany soit montée dans la voiture, à 19h50, elle a envoyé un message à son ami disant « Aide-moi ». C'était la dernière fois que la jeune fille a été en contact avec ses proches. Ensuite, elle a simplement disparu. Le lendemain, samedi 14 avril, la mère de Brittany a appelé sa fille, mais elle n'a pas répondu. La mère attendait que sa fille la rappelle en voyant son appel manqué. Mais le téléphone est resté silencieux. Ensuite, la femme a décidé de rappeler Brittany, et cette fois-ci, quelqu'un a répondu au téléphone, c'était un homme. Il a dit à la mère qu'il avait trouvé ce téléphone portable au centre de San Diego. Comme on l'a découvert plus tard, c'était un homme sans abri qui avait trouvé le téléphone de Brittany non loin d'un restaurant. Après cet appel avec le sans-abri, la mère de Brittany a immédiatement appelé les amis de sa fille et a appris que la veille au soir, sa fille était partie dîner avec Louis Pérez. La femme a obtenu son numéro et a contacté l'homme par téléphone. « Allô, je suis la mère de Brittany et vous étiez partie en croisière avec ma fille hier soir. Elle n'est pas rentrée à la maison. Où est ma fille ?» Louis Pérez a répondu assez calmement qu'il n'était pas parti en croisière. L'homme a confirmé qu'il était passé chercher la jeune fille en voiture le soir et qu'ils étaient allés dîner dans l'un des restaurants de San Diego. Louis a cependant affirmé qu'il avait déposé Brittany à l'entrée du restaurant, puis il était parti chercher une place au parking. 10 minutes après son retour, Brittany avait disparu. Il s'est alors dit que la jeune fille avait peut-être fait connaissance avec quelqu'un près du restaurant et s'était échappée de son prétendant qui lui convenait pas. Cette histoire a semblé très étrange à sa mère. Elle savait parfaitement que sa fille n'était pas une fêtarde. Elle ne partirait nulle part avec un inconnu. La femme a raccroché et a dit à son mari qu'elle sentait que cet homme, Louis Pérez, avait fait quelque chose de mal à leur fille. Pendant ce temps, des amis de Brittany inquiets ont appelé le shérif local et ont signalé la disparition de la jeune fille. Les adjoints du shérif ont retrouvé Louis Pérez et lui ont demandé de se rendre au poste pour un interrogatoire. Cet homme de 47 ans avait servi dans les Marines pendant environ 16 ans. Il ne se distinguait pas par son comportement exemplaire, n'avait pas de récompense et ne faisait pas beaucoup d'efforts au travail. Au poste de police, l'homme a de nouveau raconté l'histoire selon laquelle il avait emmené Brittany et l'avait conduite jusqu'au restaurant, qui se trouvait à 40 minutes en voiture de la maison de Brittany, et après cela, la jeune fille a disparu. Il avait regardé à l'intérieur du restaurant à travers la façade en verre, mais n'a trouvé personne. Il a pensé que Brittany l'avait abandonné et était partie se détendre avec un autre homme. Dehors, près du poste de police, les policiers ont vérifié la voiture de Louis et ont remarqué une boîte noire à l'arrière. Ils lui ont demandé de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un fusil semi-automatique. Lors de la vérification, il s'est avéré que cette arme avait été volée et faisait l'objet d'une autre affaire. Louis Pérez a été arrêté et placé en détention. Les enquêteurs l'ont désigné comme une personne d'intérêt dans l'affaire de la disparition de Brittany Kilgore. Initialement, aucune accusation liée à la disparition de la jeune fille ne lui a été présentée. Entre-temps, il s'est écoulé 23 heures depuis que Brittany Kilgore avait été vue pour la dernière fois près de chez elle. La police maritime s'est jointe à l'enquête. Les proches et les amis cherchaient activement la jeune fille et priaient pour qu'elle soit en vie. Les médias se sont également impliqués dans les recherches, diffusant des informations sur la disparue par tous les moyens possibles. Les proches de Brittany ont affiché des affiches dans toute la ville, parcouru les rues jour et nuit en criant le nom de la jeune fille. L'affaire a progressé lorsqu'un agent des enquêtes spéciales a été contacté par Dorothy Maraglino, qui entretenait une relation avec Louis Pérez. Elle a parlé à cet agent des passe-temps secrets de son homme. Il s'est avéré que Louis Pérez était très impliqué dans les jeux de rôle au lit, où l'un des partenaires donne des instructions et l'autre obéit. C'est ce qu'on appelle le BDSM.
Dorothy a décrit une partie de leur vie personnelle et a déclaré que Louis recherchait spécifiquement des filles ayant une faible estime d'elles-mêmes et des problèmes conjugaux. Il les couvrait de compliments et d'attentions, puis les forçait à participer à des jeux de rôle avec lui, ce qui lui procurait du plaisir. Dorothy a admis qu'à une occasion, Louis l'avait forcée à se déshabiller et à monter sur le siège arrière de sa voiture. Il l'a conduite à son travail sur la base militaire de Camp Pendleton. Louis a garé la voiture sur le parking, tandis que Dorothy se cachait à l'intérieur. Elle y est restée pendant 5 heures. Elle n'avait pas osé sortir par la trappe située sur le toit de sa voiture. Elle avait tellement peur. Il s'est rapidement avéré que ce n'étaient pas les seuls secrets de Louis. Il s'est avéré que l'homme était officiellement marié depuis environ 15 ans et élevait une fille. Sa famille vivait dans une maison située près de la base militaire. À Fallbrook, il sortait avec Dorothy Maraglino, qui était enceinte de lui et attendait une fille. Louis passait souvent la nuit chez sa maîtresse, mais il ne se pressait pas de quitter sa femme. Les adjoints du shérif ont reçu un mandat de perquisition pour ces 2 maisons. Tôt le matin du dimanche 15 avril, les agents de police ont fouillé la maison de Dorothy Maraglino. Lorsque les agents sont entrés, la première chose qui a attiré leur attention était une multitude d'accessoires pour jeux adultes. Il était clair ce que l'homme et la femme faisaient dans cette maison. Le même jour, il est apparu qu'une autre femme vivait dans le sous-sol de la maison de Dorothy. C'était Jessica Lopez, 26 ans. Dans le sous-sol se trouvait une cachette secrète, où ont été découverts des fouets, une matraque, du ruban adhésif collant, des couteaux et divers jouets pour plaisir charnel. Louis, Dorothy et Jessica vivaient tous les 3 dans cette maison et entretenaient des relations informelles les uns avec les autres. Louis était considéré comme le chef et la personne principale prenant les décisions dans leur famille non conventionnelle. Dorothy était sa femme préférée, tandis que Jessica occupait le bas de l'échelle hiérarchique. Il est important de comprendre que tout cela n'était pas simplement un passe-temps ou un hobby. Les femmes vivaient dans la peur et craignaient de commettre une erreur envers Louis. Elles savaient que la désobéissance pouvait conduire à quelque chose de mauvais. À ce moment-là, Louis Pérez était derrière les barreaux pour l'affaire du vol d'armes. Les policiers ont vérifié son téléphone portable et celui de Brittany que le sans-abri leur avait remis. Ils ont découvert que le 13 avril, Brittany n'avait pas quitté sa ville avant 21h20. Elle était chez Dorothy. Après 9 heures du soir, Louis Pérez a pris son téléphone et celui de Brittany, les a emmenés à San Diego pour se créer un alibi et faire en sorte que tout semble comme si Brittany avait vraiment disparu près du restaurant. Il a laissé son téléphone dans la rue, à un endroit visible, pour qu'il soit rapidement trouvé, pour donner l'impression que la jeune fille avait été enlevée au centre de San Diego. Ensuite, Louis est retourné à Fallbrook. Au cours des jours suivants, les policiers, avec les unités de recherche et de sauvetage du département du shérif de San Diego, ainsi que de nombreux bénévoles, des unités d'hélicoptères et cynophiles, ont effectué des recherches sur une zone assez vaste dans l'espoir de retrouver Brittany Kilgore vivante. Les shérifs de San Diego ont obtenu un mandat de perquisition minutieuse du véhicule de Louis Pérez. Parmi les éléments de preuve importants qu'ils ont trouvés dans le coffre de la Ford Explorer blanche, il y avait des gants et des sachets contenant du sang de Brittany Kilgore. De plus, les policiers ont trouvé un taser dans la voiture de Louis. Des traces d'ADN de Louis Pérez ont été découvertes sur la poignée du taser, tandis que l'ADN de Brittany a été trouvé sur les pointes électrifiées. Cela indiquait qu'à un moment donné, l'homme avait utilisé un taser pour soit calmer, soit faire souffrir la jeune fille après qu'elle soit montée dans sa voiture. Au moment où Brittany avait envoyé le message à son ami avec le mot « Aide-moi », Louis conduisait la jeune fille jusqu'à la maison de sa maîtresse, Dorothy Maraglino, qui était située sur une colline. L'allée entourait toute la maison, se dirigeait vers l'arrière-cour et se cachait derrière la maison. Il aurait été très facile pour Louis de conduire sa voiture sur cette allée et de discrètement amener Brittany dans le sous-sol, où se trouvait leur cachot secret. Pendant ce temps, un groupe d'experts médico-légaux a été envoyé à la maison de Dorothy pour une nouvelle perquisition. Cependant, à ce moment-là, Dorothy et Jessica avaient disparu. Les experts ont emporté les ordinateurs et les dispositifs de stockage, ainsi que certains enregistrements et journaux des 2 femmes. La police a commencé à rechercher Dorothy et Jessica en fuite.
Il s'est avéré qu'elle s'était installée dans un hôtel près de l'aéroport de San Diego. Les policiers sont arrivés à l'hôtel et se sont dirigés vers la chambre 105. Ils ont frappé à la porte, mais il n'y a pas eu de réponse. Les policiers espéraient trouver Brittany en vie, mais ce qu'ils ont découvert dans la chambre 105 les a choqués. En ouvrant la porte avec la clé, les policiers sont entrés à l'intérieur. Ils y ont découvert une femme allongée par terre et saignant abondamment. Ce n'était pas Brittany, mais Jessica Lopez. Elle était complètement lacérée. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital. Les policiers ont inspecté la chambre d'hôtel. Dans la salle de bain, ils ont été attirés par un miroir, à côté duquel se trouvait un cintre. Sur celui-ci était accrochée une feuille de papier avec les mots « Cochon, lisez ceci ». En dessous de la mention se trouvait une enveloppe contenant une lettre de 7 pages. Ce qui y était écrit a complètement changé le cours de l'enquête. Il s'agissait d'une lettre d'adieu écrite de la main de Jessica Lopez. Elle y a décrit les événements du 13 avril, prenant toute la responsabilité sur elle. La femme a avoué qu'elle avait poussé Brittany dans les escaliers, avait utilisé un taser, puis étranglé la jeune fille d'abord avec une corde, puis avec un oreiller. Dans la lettre, Jessica a écrit qu'elle avait fait cela pour Louis, craignant que Brittany ne s'échappe et que Louis ne soit très en colère. Ensuite, elle a tenté de découper le corps en morceaux, mais elle n'a pas réussi. Ensuite, elle a emmené Brittany dans la région du réservoir Skinner en Californie du Sud et l'a jetée là-bas. Jessica Lopez, qui n'avait jusqu'alors aucune importance dans l'enquête, est maintenant devenue la principale suspecte. Elle a tenté de mettre fin à ses jours en prenant toute la responsabilité sur elle. Les policiers se sont rapidement rendus au réservoir Skinner dont Jessica avait parlé. Ils ont trouvé le corps nu d'une femme qui avait été exposée en plein air depuis plusieurs jours. Son identification n'a pas été immédiate. Les parents de Brittany priaient pour que ce ne soit pas leur fille, mais bientôt leurs craintes ont été confirmées. Sur la face interne du poignet gauche de Brittany se trouvait un tatouage avec le nom de sa grand-mère, qu'elle avait fait avant son mariage. C'est grâce à ce tatouage que le corps de la jeune femme de 22 ans a été identifié. À ce moment-là, le mari de Brittany, Corey, était rentré d'Afghanistan pour participer aux recherches de sa femme. L'homme est arrivé en retard et a été bouleversé par la terrible nouvelle de ce qui était arrivé à sa bien-aimée épouse. Le 8 mai 2012, Brittany Kilgore a été enterrée dans sa ville natale de Rolla, dans l'État du Missouri, à côté de sa grand-mère bien-aimée. Pendant ce temps, les agents de la police maritime poursuivaient leur enquête. Il s'est avéré que Louis, Dorothy et Jessica n'étaient pas les seuls à mener ce mode de vie non conventionnel. De telles familles existaient de Los Angeles à San Diego. Seules des personnes vérifiées, connaissant une liste spécifique de mots spéciaux, pouvaient y entrer. Ils ont une communauté en ligne où ils communiquent les uns avec les autres et partagent des détails sur leurs jeux préférés. Peu de temps avant la disparition de Brittany, Louis Pérez s'était vanté à ses prétendus collègues de jeu qu'il avait prévu une fête folle pour le 14 avril. À chaque fois, leur jeu devenait de plus en plus cruel. Comme tous les dépendants, ils voulaient toujours plus. En tuant Brittany, ils voulaient ressentir une montée d'adrénaline qu'ils n'avaient probablement pas ressentie depuis des années. Lorsque Jessica Lopez est sortie de l'hôpital, elle a été immédiatement arrêtée et placée en garde à vue, accusée de meurtre. À cette époque, Dorothy Maraglino était toujours en liberté, tandis que la police tentait de la relier à l'affaire. Dorothy Maraglino était une maniaque du contrôle et avait des pancartes et des autocollants partout dans sa maison. Même au-dessus du papier toilette, il y avait un panneau indiquant comment laisser le papier toilette. Jessica Lopez se soumettait complètement et obéissait à Dorothy. Après avoir visionné la vidéo de surveillance de l'hôtel où Jessica avait séjourné pour la dernière fois, la police a appris que la femme se trouvait dans la chambre avec Dorothy à ce moment-là. Les caméras avaient enregistré le moment où Dorothy avait quitté la pièce, puis était revenue avec un morceau de papier et un stylo à la main. Les femmes avaient écrit cette lettre ensemble. Sur cette base, les enquêteurs ont développé une théorie selon laquelle Dorothy Maraglino était le cerveau derrière le meurtre de Brittany et que Jessica était soumise à elle. La police a retrouvé Dorothy qui se trouvait en Virginie. Ils l'ont appelée au téléphone et ont commencé à lui demander des détails sur la nuit où Brittany était morte. Dorothy a déclaré avec audace qu'elle n'avait pas vu Brittany chez elle.
Et sa réponse sera la même, peu importe combien de fois on lui demandera au sujet de la jeune fille décédée. Un enquêteur est allé en Virginie pour lui parler, mais elle a refusé de le rencontrer. Après cela, elle essayait de sortir le moins possible et a arrêté d'utiliser son téléphone. Elle n'utilisait non plus la messagerie électronique et ne faisait même pas d'opération avec sa carte de crédit, ce qui était très difficile pour les enquêteurs de la retrouver. Finalement, l'un des agents de la police maritime a découvert l'emplacement de Dorothy. Il s'est avéré que la femme était cachée dans un hôtel près de l'aéroport de San Diego depuis une semaine. Ensuite, l'un des agents s'est installé dans cet hôtel sous un nom d'emprunt. Sa chambre était juste en face de celle où vivait Dorothy. L'agent a surveillé la chambre de la femme pendant une semaine. Elle était presque toujours là, ne sortait nulle part. Des policiers étaient en faction près de l'hôtel au cas où Dorothy déciderait de partir. Pendant que la police maritime surveillait la femme, le bureau du shérif menait son enquête sur l'affaire Brittany Kilgore. Finalement, le bureau du procureur du comté a accusé Dorothy Maraglino du meurtre de Brittany Kilgore. Elle a été arrêtée et placée en détention. À ce moment-là, elle était enceinte de 7 mois. Elle a accouché d'une fille en prison qui lui a été immédiatement enlevée. Maintenant, les 3 criminels, Louis Perez, Dorothy Maraglino et Jessica Lopez, étaient en détention. Les 3 accusés ont été inculpés d'enlèvement et de meurtre de la jeune fille. Aucun d'entre eux n'a reconnu sa culpabilité. En septembre 2015, le procès sur l'affaire Brittany Kilgore a commencé dans le comté de San Diego. Les 3 accusés ont été jugés ensemble. Chacun d'eux avait son propre avocat. Il était tout à fait clair pour les jurés qu'il y avait eu une tentative d'emmener Brittany dans la voiture Ford Explorer blanche de Louis Perez. Il n'y avait jamais eu l'intention de passer du temps avec la jeune fille lors d'une croisière avec Louis Perez. Tout ce qui devait être prouvé, c'était l'existence d'un complot et d'un plan d'enlèvement de Brittany. Et tous ceux qui avaient participé à cette action partageaient la responsabilité du meurtre qui s'était produit. Des preuves matérielles reliant les accusés à la victime ont été présentées lors du procès. Selon la version des enquêteurs, le lieu du crime était la maison de Dorothy, où le sergent Louis Perez avait amené la jeune fille sans défense et l'a descendue au sous-sol, où il y avait une pièce spéciale pour les soi-disant jeux. À l'intérieur, des traces de sang et des cheveux de la victime ont été trouvées sur certains objets. Le parquet a affirmé que toutes les actions des accusés étaient le fruit de leur imagination malade et qu'ils étaient simplement allés trop loin. Dans les jeux, ils sont allés jusqu'à un niveau qui était non seulement dangereux, mais aussi mortel. Les avocats des accusés avaient leur propre version des événements. L'avocat de Dorothy a affirmé que Dorothy dormait au moment du crime. Jusqu'au bout, elle soutenait qu'elle ne savait pas qui avait tué Brittany, mais ce n'était certainement pas elle. L'avocat de Louis Perez a prétendu que Louis Perez était sorti prendre l'air et fumer dans la rue au moment du crime et qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait dans la maison. Quand il est revenu, il a vu Jessica assise près du corps sans vie de Brittany. Louis était le seul à pointer du doigt Jessica Lopez et à l'accuser de tout, mais Jessica a avoué que Louis et Dorothy l'avaient forcée à écrire cette lettre d'aveu et à prendre la responsabilité. Elle se contentait d'obéir à leurs ordres et ne comprenait pas du tout ce qu'elle faisait. Pendant le procès, Jessica s'est qualifiée de stupide et a déclaré qu'elle n'avait rien fait de mal à Brittany et qu'elle n'avait même pas touché la pauvre fille du bout du doigt. Jessica a affirmé qu'elle ne savait rien de la tragédie qui se déroulait dans leur maison. Les parents de Brittany Kilgore étaient au tribunal tout au long de cette période. Ils ont été contraints d'entendre toute la vérité sur ce qui s'était passé avec leur fille bien-aimée dans ses dernières minutes de vie. Des témoins de la communauté BDSM ont confirmé avoir entendu à plusieurs reprises de la part de ce trio leurs fantasmes sur les enlèvements et les crimes. Au cours du procès, il est apparu que les 3 criminels avaient déjà une fois invité une 4e femme chez eux et l'avaient forcée à participer à des jeux. Cette fois-là, tout s'était bien passé car la femme avait montré de la soumission. Les enquêteurs ont estimé que Brittany avait refusé de participer au jeu, ce pourquoi elle a payé de sa vie. En 2016, les 3 criminels ont été reconnus coupables et condamnés à la réclusion à perpétuité. Ils passeront le reste de leur vie derrière les barreaux et ne retrouveront jamais la liberté. La mère de Brittany Kilgore a avoué « Je prie chaque jour pour que les coupables souffrent et soient malheureux. Peut-être que l'histoire de ma fille en préviendra certains
et les sauvera. Alors je comprendrai que tout cela n'a pas été vain. En prison, Dorothy Maraglino a découvert en elle des talents d'écriture. Elle a publié son livre intitulé « Ma voix intérieure ». Il est disponible à la lecture sur des plateformes internet américaines et son prix est de seulement 15 $. Dans le livre, Dorothy parle de sa vie solitaire en prison, loin de sa famille, de ses amis et de ses proches, de comment elle se remémore constamment des moments de sa vie passée, éprouvant tantôt de la joie, tantôt de la tristesse. Le livre contient également ses poèmes et de courtes histoires. En 2019, à Tamworth, en Angleterre, Keely Bunker, âgée de 20 ans, travaillait dans un parc d'attractions appelé Drayton Manor. Elle était barmaid, mais ce travail ne l'inspirait pas vraiment. Elle rêvait toujours de travailler avec des enfants et cherchait un poste approprié. Keely avait un frère et une sœur, mais leurs parents s'étaient séparés et n'avaient pas maintenu de relation pour le bien de la famille. Sa mère a alors trouvé un nouvel homme et a retrouvé le bonheur. Son père n'a pas abandonné ses enfants. Il participait régulièrement à leur éducation. Keely a grandi sociable et joyeuse. Elle avait beaucoup d'amis et de connaissances. Pendant son temps libre, elle aidait sa tante et s'occupait de sa cousine Germaine qui était handicapée. Le 7 septembre 2019, Keely a eu 20 ans. Elle a reporté la célébration de son anniversaire à une date ultérieure. Le mercredi 18 septembre, c'était le jour que Keely attendait avec impatience. Elle avait un billet pour le concert de son rappeur préféré, Harrison James Armstrong, connu professionnellement sous le nom d'H. Et seulement quelques jours avant cela, elle a écrit sur son compte Twitter « La seule chose qui me réjouit, c'est de rencontrer H le mercredi. J'espère qu'il me verra et que nous nous marierons. » Et enfin, ce jour tant attendu est arrivé. Le soir du 18 septembre, Keely a rencontré son amie Monique Rigon. Elles vivaient toutes les deux près l'une de l'autre à Tamworth, une petite ville anglaise de 74 000 habitants. Les filles sont allées ensemble au concert et ont passé un bon moment, puis elles ont décidé de célébrer l'anniversaire de Keely et de continuer leur soirée dans une boîte de nuit à Birmingham, où elles ont été rejointes par Wesley Streety, âgé de 19 ans. Les jeunes ont bu, dansé, plaisanté et passé un bon moment ensemble. Ils semblaient tous joyeux et heureux. Après 3 heures du matin, les amis ont décidé de mettre fin à la fête et de rentrer chez eux. Keely, Monique et Wesley ont pris un taxi ensemble pour rentrer à Tamworth. Le chauffeur les a déposés près de la maison de Monique. Il était déjà 4 heures du matin. Keely et Wesley étaient voisins. Il leur restait environ 20 minutes de marche pour rejoindre leur maison. Monique a proposé à Keely de passer la nuit chez elle car il faisait sombre. Keely a refusé, expliquant qu'elle devait rentrer chez elle pour se reposer et se préparer pour un entretien d'embauche le même jour, pour un poste d'assistante d'enseignement dans une école primaire. Elle rêvait de ce travail et était même un peu inquiète quant à la façon dont tout se déroulerait. Keely a dit à Monique que Wesley l'accompagnerait puisqu'il habitait dans la maison voisine. Elle a rassuré son amie de ne pas s'inquiéter. Mais avait-elle tort? Keely Bunker, âgée de 20 ans, et Wesley Street, âgé de 19 ans, se connaissaient depuis l'école primaire. Ils avaient grandi ensemble et se connaissaient bien. Tôt le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, Wesley est parti accompagner son ami, fragile, qui ne pesait que 42 kg. Cependant, le 19 septembre, Keely ne s'est jamais présentée à son important entretien. Il s'est avéré que la jeune fille n'était pas rentrée chez elle après le club. Ses parents l'ont appelée, mais personne ne répondait. Vers 17 heures, son père biologique, Christopher Bunker, a appelé la police pour signaler la disparition de sa fille. L'homme a appelé des amis de sa fille et a découvert que la dernière personne à l'avoir vue cette nuit-là était Wesley Street. Le garçon est alors venu à la maison où vivait Keely et a raconté qu'il l'avait accompagnée jusqu'à la cabine téléphonique, puis était rentré chez lui car il se sentait mal. Il pensait que son ami était arrivé en toute sécurité et ne savait pas ce qui s'était passé ensuite. À ce moment-là, la police est arrivée. Ils ont parlé à Wesley, ils l'ont fait monter dans la voiture et lui ont demandé de les conduire à l'endroit où, selon lui, il avait vu Keely pour la dernière fois. Wesley leur a montré cette fameuse cabine téléphonique et a continué à affirmer qu'il ne savait rien de la disparition de son ami. Lorsque les policiers lui ont demandé comment il se sentait, Wesley a répondu « un peu triste ».
Je dirais même que je suis simplement triste. Lorsqu'on a demandé à Wesley s'il avait déjà été le petit ami de Keely Bunker, il a répondu non. Il a expliqué qu'ils étaient simplement amis depuis environ 15 ans. Ensuite, il a raconté qu'il avait passé la nuit précédente au club avec Keely et Monique. Selon Wesley, les filles n'avaient bu qu'un verre d'alcool chacune. Quant à lui, il a réussi à boire 3 verres et était ivre. Wesley a affirmé avoir accompagné Keely jusqu'à la cabine téléphonique, puis être rentré chez lui, s'être couché et s'être endormi instantanément car il était très ivre. Après le récit de Wesley, les policiers lui ont demandé son téléphone portable, mais il a d'abord refusé de le remettre aux policiers. Le garçon est devenu visiblement nerveux et a soudainement dit « Peut-être que je ne comprends pas quelque chose, mais j'ai l'impression que vous me soupçonnez de la disparition de Keely. » Il a déclaré qu'il ne voulait pas que les policiers consultent ses recherches sur Google. Plus le dialogue durait, plus il était évident que Wesley était très inquiet. Le garçon a déclaré qu'en fait, il n'avait pas le temps de rester dans la voiture de police, qu'il devait immédiatement partir à la recherche de son ami disparu. Et en général, il ne pensait pas qu'on le soupçonnerait de quelque chose de mauvais. Les policiers ont dû expliquer à Wesley qu'ils faisaient simplement leur travail et faisaient ce que leur hiérarchie leur disait de faire. Après un certain temps, le jeune homme a finalement accepté de remettre son téléphone aux policiers. Lorsqu'ils lui ont demandé le mot de passe, il leur a curieusement donné le mauvais code en premier, et ce n'est qu'à la deuxième tentative qu'ils ont pu déverrouiller le téléphone, puis l'ont immédiatement éteint pour économiser la batterie. Pendant ce temps, les proches et les amis de Keely essayaient de la retrouver par leurs propres moyens. Ils croyaient et espéraient que tout allait bien pour elle, mais à chaque minute qui passait, des pensées de plus en plus sombres leur venaient à l'esprit. Les recherches n'ont pas duré longtemps, seulement quelques heures après que Keely ait été déclarée disparue. À 9 heures du soir, son oncle l'a retrouvée. L'homme, en voyant le corps de sa nièce, a commencé à crier sauvagement. Tout le monde a tout de suite compris que quelque chose d'horrible s'était produit. Le corps de Keely a été retrouvé dans un parc près de sa maison. Elle était allongée face contre terre au bord de l'étang. Son legging noir moulant et sa lingerie étaient baissés et tordus autour de ses chevilles. Elle portait des baskets. Juste après la découverte du corps, Wesley a été arrêté et accusé du meurtre de son ami. Lors de son arrestation, on a demandé au garçon s'il avait des questions. Il a répondu qu'il avait très faim et a demandé s'il serait nourri lorsqu'il serait emmené en cellule. Wesley a longtemps vécu à Tamworth, mais il n'avait pas de domicile fixe. À l'école, il jouait au football et nourrissait de grandes ambitions, mais ses résultats scolaires ont toujours été médiocres. Il avait des difficultés à lire et à écrire. Wesley a quitté le lycée, perdu sa bourse et trouvé un emploi de préparateur de commandes dans un magasin en ligne. Wesley a nié toute implication dans la mort de Keely. Lors des nombreux interrogatoires, il a changé ses déclarations à plusieurs reprises, racontant 4 versions différentes des événements survenus tôt le matin. Il a fini par avouer qu'au cours d'un jeu, il avait sauté sur Keely par derrière, ce qui l'avait fait tomber et se heurter accidentellement à un poteau, près d'une clôture. Une caméra de surveillance avait capturé Keely et Wesley, entrant ensemble dans le parc. Sur la vidéo, on pouvait voir Keely essayer de s'échapper, semblant perdu et effrayé. Mais Wesley prétendait qu'il jouait simplement et se taquinait à ce moment-là. Les médecins légistes ont déterminé que le criminel avait abusé de la jeune fille, puis l'avait étranglée. Des traces de sperme ont été trouvées, dont l'ADN correspondait parfaitement à celui de Wesley Streety. Des traces de maquillage de Keely ont été trouvées sur la chemise du garçon. Le médecin légiste a déclaré avoir compté environ 100 blessures sur le corps de la jeune fille. Des ecchymoses sur le visage, des égratignures sur le front, des hématomes profonds. Sa lèvre inférieure était déchirée. Lors du procès, le garçon a de nouveau changé sa version de cette matinée. Wesley a commencé à affirmer que la mort de Keely était accidentelle. Il a dit qu'en rentrant chez eux tous les deux, ils avaient commencé à flirter en chemin. Il a dit que Keely avait commencé à le taquiner et que tout cela ressemblait à des taquineries normales entre un garçon et une fille. Quand ils sont arrivés au parc, ils ont commencé à s'embrasser puis ont décidé de passer à un contact plus intime. Selon Wesley, ils ont eu une relation intime dans le parc avec le consentement mutuel. À ce moment-là, Keely était heureuse et satisfaite. Pendant le processus, il l'a tenue par la gorge et à un moment donné,
Il a simplement surestimé sa force et a accidentellement étranglé son ami. Après avoir réalisé que Keeley ne respirait plus, Wesley a jeté son corps sur son épaule et l'a porté jusqu'à l'étang. Là, il a passé environ 1 heure à essayer de cacher le corps de la jeune fille. Il a ensuite cassé des branches d'arbres et de buissons, arraché de l'herbe et a jeté tout cela sur le corps inanimé de Keeley. Le garçon a avoué être retourné 5 fois à l'étang, ce qui a été confirmé par les données GPS de son téléphone. Au tribunal, Wesley a affirmé qu'il avait recouvert Keeley de branches, non pas pour la cacher, mais pour que personne ne puisse voir son corps nu. À la question « Pourquoi il n'avait pas immédiatement tout avoué ?», Wesley a répondu « Je ne savais pas comment agir et expliquer aux autres comment elle était morte, car j'étais gêné et très effrayé, et je ne savais pas comment expliquer toute cette situation à la police, à la famille et aux gens ordinaires. » À la question de pourquoi il ne voulait pas fournir son téléphone pour inspection, Wesley a répondu « Je ne voulais simplement pas que les policiers regardent mes recherches sur Google. » La partie accusatrice n'a pas accepté l'aveu de Wesley, tout simplement parce que des égratignures ont été découvertes sur le cou de Keeley, qui, selon eux, ont été infligées au moment où la jeune fille essayait de se défendre en griffant la main de Wesley. Les amis proches de la victime ont raconté que Keeley n'a jamais considéré Wesley comme un potentiel petit ami ou amant. Il était toujours juste un ami pour elle. En août 2020, Wesley Street a été reconnu coupable du meurtre de Keeley Bunker. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 29 ans. Ma fille Keeley était la plus gentille et la plus attentionnée. Elle était une jeune fille innocente qui commençait tout juste à vivre. Je ne pourrai jamais pardonner à Wesley ce qu'il a fait. Ma vie a changé et ne sera jamais la même, a déclaré la mère de Keeley, Deborah Watkins. Le père de la jeune fille, Christopher Bunker, profondément offensé, a regretté en disant « Je ne la conduirai jamais à l'autel. Tout ce qu'il me reste, c'est la tristesse et le cœur brisé. Je n'aurai jamais de petits-enfants de Keeley. » Le père a ajouté qu'il ne pourra se sentir apaisé que lorsque Wesley Street sera enterré. Après cette affaire retentissante, 3 jeunes filles qui connaissaient Wesley Street se sont tournées vers la police et ont admis avoir également été victimes de ces actes. Suite à cela, le jeune homme a été reconnu coupable d'une série d'agressions contre 3 jeunes filles, dont 2 n'avaient pas 18 ans. Pour ces affaires, le garçon a été condamné à une peine de prison allant de 6 mois à 5 ans. Qui sait, il pourrait y avoir d'autres victimes qui ont simplement gardé le silence et continuent de rester dans l'ombre. Kylie Mandadi, 19 ans, était étudiante en 2e année à l'université Trinity à San Antonio, au Texas. Kylie était une fille joyeuse, gentille et souriante, qui était une meneuse et participait activement à la vie sociale de l'université. Kylie se faisait facilement de nouvelles connaissances. Au cours de sa première année, elle a rencontré un étudiant nommé Jet Beershum et est tombée follement amoureuse de lui. Les 2 jeunes ont immédiatement commencé à sortir ensemble. Kylie était convaincue que Jet était un garçon sérieux et fiable. Cependant, au cours de sa 2e année, Kylie a rencontré un autre garçon, Mark Howerton, âgé de 22 ans, une star d'une équipe de baseball. Mark vivait à Houston et venait souvent rendre visite à des amis à l'université Trinity. C'est là qu'il a rencontré Kylie. À ce moment-là, Kylie et Jet s'étaient éloignés l'un de l'autre. La jeune fille a décidé que Mark pourrait être un bon remplaçant pour son petit ami. Kylie passait de plus en plus de temps avec son nouveau petit ami. Jet et Mark se connaissaient et n'aimaient pas que Kylie ait une liaison avec eux 2 au même moment. Et 1 mois après le début de ce triangle amoureux, quelque chose s'est produit qui a changé la vie de ces jeunes pour toujours. Le dimanche 29 octobre 2017, Kylie Mandadi s'est rendue au festival de musique Mala Luna à San Antonio avec son petit ami Mark Howerton. Ils ont passé un bon moment lors de l'événement où il y avait beaucoup de monde. En fin de soirée, vers 22h30, Mark a emmené Kylie dans un état inconscient dans un petit hôpital rural à Luling, au Texas. Les policiers, alertés par les médecins, sont venus à l'hôpital et ont interrogé Mark dans l'endroit le plus calme qu'ils ont pu trouver, la chapelle située près du poste médical. Le petit ami a raconté qu'ils avaient passé le week-end au festival de musique à San Antonio avec Kylie.
Ils ont bu de l'alcool et pris des substances illicites. Mark a déclaré qu'environ à 17 heures, ils ont quitté le festival dans sa Mercedes et se sont disputés en chemin. Kaylee lui a avoué qu'elle avait toujours des sentiments pour Jet. Mark a essayé de convaincre la jeune fille que son ex était un faux mec. Ensuite, ils ont fait l'amour. Quand l'intimité a pris fin, Kaylee et Mark ont parlé pendant environ 5 minutes, puis la fille a perdu connaissance en disant « Je ne me sens pas bien ». Elle s'est alors allongée dans la voiture sur le siège passager avant. Elle était nue, inconsciente et a commencé à ronfler. Mark a décidé d'emmener Kaylee chez lui à Houston. Il a démarré la voiture quand soudain elle a arrêté de ronfler. Le garçon a eu un mauvais pressentiment. Il a essayé de vérifier son pouls, mais il n'a rien pu sentir. Après cela, Mark a décidé d'emmener rapidement Kaylee à l'hôpital. Quand la mère de Kaylee, Allison Steele, est arrivée à l'hôpital et a vu sa fille en réanimation, elle a pensé qu'elle était tombée d'une grande hauteur ou avait eu un terrible accident. La jeune fille était connectée à de nombreux tubes et perfusions. Son visage n'était pas visible. Kaylee a passé 2 jours en réanimation sans reprendre conscience. Elle a subi une grave lésion cérébrale. Son état s'est rapidement détérioré. Kaylee a subi 7 fois la réanimation cardio-pulmonaire, mais son cœur s'arrêtait à chaque fois. Les médecins ont informé sa mère et son beau-père qu'il n'y avait aucun espoir de guérison. Son cerveau était mort. Les parents ont dit aux médecins que Kaylee avait exprimé le souhait de donner ses organes pour aider les personnes malades. Ensuite, la jeune fille a été débranchée du système de maintien de la vie et elle est décédée. 3 mois après le décès de l'étudiante, un examen médico-légal a permis de déterminer que la cause de la mort de Kaylee était un traumatisme contondant au visage et à la tête. Les enquêteurs n'avaient aucun doute sur le fait que les blessures de la jeune fille indiquaient que quelqu'un lui avait délibérément ôté la vie. Malheureusement, la police n'a pas pu trouver un seul témoin qui aurait pu raconter quelque chose. Personne ne savait, n'avait vu, n'avait entendu ce qui s'était passé cette nuit-là. Une chose était claire, sa mort n'était pas naturelle. L'ancien petit ami de Kaylee, Jet, a déclaré avoir vu Kaylee et Mark au festival ce jour-là. Il les a vus se disputer, puis Mark a pris la jeune fille par le bras, l'a traînée jusqu'à sa voiture, l'a installée sur le siège passager avant et l'a emmenée en voiture. Quelques semaines après l'annonce des résultats de l'expertise médico-légale, Mark Howerton a été inculpé d'enlèvement, d'abus et de meurtre sur la personne de Kaylee Mandadi. Mark a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation. En décembre 2019, 2 ans après la mort de Kaylee Mandadi, Mark a comparu enfin devant le tribunal. Mark Howerton, qui a été arrêté en octobre 2017, avait une silhouette très musclée. Les amis de Kaylee ont rapporté que l'homme utilisait des stéroïdes. Après avoir passé 2 ans derrière les barreaux en attendant son procès, Mark, sans le soutien de médicaments, a tellement maigri qu'il est devenu méconnaissable. Tous ses muscles semblaient s'être dégonflés. Lors du premier procès de cette affaire, Cheryl Lane, auxiliaire médicale, a comparu devant le tribunal. Cheryl Lane a témoigné au tribunal dans l'affaire Kaylee Mandadi. Elle conduisait une ambulance vers l'hôpital de Luling, la nuit où Kaylee a été admise. Cheryl Lane a raconté qu'une voiture noire était soudainement apparue derrière son ambulance, klaxonnant et faisant des appels de phare. En sortant de l'ambulance, elle a vu un homme, Mark Howerton, crier que sa petite amie ne respirait pas et avait besoin d'aide. En regardant à l'intérieur de la voiture de Mark, elle a vu Kaylee inconsciente, partiellement dévêtue, avec ses vêtements éparpillés sur le plancher et de multiples contusions sur son corps. Elle a immédiatement commencé à pratiquer la réanimation sur Kaylee. Cheryl et Mark se sont alors rendus à l'hôpital le plus proche. Le médecin légiste a montré des photos prises après l'autopsie de Kaylee. La jeune fille semblait avoir été agressée. Elle avait de multiples ecchymoses sur son corps et des côtes cassées. Le médecin légiste a affirmé que Kaylee était décédée à la suite d'un violent coup à la tête avec un objet contondant. L'avocat de Mark soutenait toujours que ce sont les médecins qui étaient responsables de ces multiples blessures sur le corps de la défunte lorsqu'ils avaient essayé de la sauver. Les témoignages des amis de Kaylee Mandadi ont décrit une relation violente et abusive, mais cela n'a pas suffi à convaincre tous les membres du jury. Le premier procès s'est soldé par un jury suspendu, incapable de parvenir à un verdict unanime.
Lors du deuxième procès, des témoignages supplémentaires et des preuves médico-légales ont été présentés. Le jury a finalement déclaré Mark Howerton non coupable de meurtre, mais coupable d'agression aggravée, causant des blessures corporelles graves. La sentence maximale pour ce crime étant de 20 ans, Mark a été condamné à cette peine, ainsi qu'à une amende de $10 000 et à des réparations pour les parents de Kaylee Mandadi. Bien que la famille de Kaylee Mandadi ait été déçue par le verdict de non-culpabilité pour le meurtre, ils ont exprimé un certain soulagement de voir Mark Howerton condamné pour l'agression aggravée. Le procès a été une épreuve émotionnelle pour tous les participants, marquée par des témoignages poignants et des débats sur la nature des blessures subies par Mandadi. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.